Je vous parle ailleurs de Gilberte Perrier, la sœur aînée de Pascal. Elle était si farouchement attachée à la réputation de sainteté de son génie de frère qu'elle en oubliait parfois la vraisemblance historique. Mais qu'importe, son récit de la vie de Pascal est un témoignage exceptionnel, vivant et souvent assez drôle. Prenez par exemple le passage suivant. Ce renouvellement de ses maux commença par un mal de dents qui lui ôta absolument le sommeil. Dans ses grandes veilles, il lui vint une nuit dans l'esprit, sans dessein, quelques pensées sur la proposition de la roulette. Eh, que voulez-vous? Penser à la roulette quand on a mal aux dents, ça me fait rire. Or, cette roulette n'est pas du tout celle du dentiste, mais un objet mathématique qui a joué un rôle important dans l'élaboration du calcul intégral au XVIIe siècle. Le témoignage de Marguerite, la fille de Gilberte, donc la nièce de Pascal, est plus détaillé. Mais si vous vous souvenez, c'est celle qui avait été si opportunément guérie par une sainte relique conservée à Port-Royal au moment de la bataille entre jésuites et jansénistes. Son récit sera illustré par quelques images d'instruments dentaires des siècles passés. Je vous promets qu'après cela, vous ne verrez plus la roulette de votre dentiste avec autant d'hostilité. Pendant que M. Pascal travaillait contre les athées, il arriva qu'il lui vint un très grand mal de dents. Un soir, M. le duc de Rohanay le quitta dans des douleurs très violentes. Il se mit au lit et son mal ne faisant qu'augmenter, il s'avisa pour se soulager de s'appliquer à quelque chose qui pût lui faire oublier son mal. Pour cela, il pensa à la proposition de la roulette, faite autrefois par le père Mersenne, que personne n'avait jamais pu trouver et à laquelle il ne s'était jamais amusé. Il y pensa si bien qu'il en trouva la solution et toutes les démonstrations. Cette application sérieuse détourna son mal de dents, et quand il cessa d'y penser, il se sentit guéri de son mal. Monsieur de Rohanay, étant venu le voir le matin et le trouvant sans mal, lui demanda ce qu'il avait guéri. Il dit que c'était la roulette, il avait cherché et trouvé. Monsieur de Rohanay, surpris de cet effet, et de la chose même, car il en savait la difficulté, lui demanda ce qu'il avait dessein de faire de cela. Mon oncle lui dit que la solution de ce problème lui avait servi de remède, et qu'il n'en attendait pas autre chose. Monsieur de Rohanay lui dit qu'il y avait bien un meilleur usage à en faire, que dans le dessein où il était de combattre les athées, il fallait leur montrer qu'il en savait plus qu'eux tous en ce qui concerne la géométrie, et ce qui est sujet à la démonstration, et qu'ainsi, s'il se soumettait à ce qui regarde la foi, c'est qu'il savait jusqu'où devaient porter les démonstrations. Et sur cela, il lui conseilla de consigner 60 pistoles et de faire une espèce de défi à tous les mathématiciens habiles qu'il connaissait et de proposer ce prix pour celui qui trouverait la solution du problème. M. Pascal le crut et consigna les 60 pistoles. Il nomma des examinateurs pour juger des ouvrages qui viendraient de toute l'Europe et fixa le temps à 18 mois, au bout desquels, personne n'ayant trouvé la solution, suivant le jugement des examinateurs, M. Pascal retira ses 60 pistoles et les employa à faire imprimer son ouvrage, dont il ne fit tirer que 120 exemplaires. Une espèce de défi, hein? Mais à propos de quoi? Voici la définition de Pascal. Histoire de la roulette, appelée autrement la trochoïde ou la cycloïde, où l'on rapporte par quel degré on est arrivé à la connaissance de la nature de cette ligne. La roulette est une ligne si commune qu'après la droite et la circulaire, il n'y en a point de si fréquente,
et elle se décrit si souvent aux yeux de tout le monde qu'il y a lieu de s'étonner qu'elle n'ait point été considérée par les anciens. Car ce n'est autre chose que le chemin que fait en l'air le clou d'une roue quand elle roule de son mouvement ordinaire, depuis que le clou commence à s'élever de terre jusqu'à ce que le roulement continu de la roue l'ait rapporté à terre, après un tour complet achevé. De nos jours, le terme de cycloïde a supplanté les deux autres, et il est exact qu'elle n'avait pas été considérée par les géomètres grecs. Peut-être parce qu'elle aurait été vue comme un objet mécanique et non géométrique, qui sait. En tout cas, pour des mathématiciens qui commençaient à remettre en question l'héritage grec, une courbe nouvelle et différente des sempiternelles coniques arrivait à point. Cette courbe, la voici. Dans son défi, Pascal demandait que l'on détermine non seulement sa longueur et la surface sous la courbe, mais aussi le volume et le centre de gravité du solide obtenu par rotation autour de chaque axe. Il demandait la même chose plus généralement pour la portion de courbe découpée par une horizontale quelconque. En tout, 18 problèmes différents. J'ai tiré cette illustration du livre paru 2 ans après le concours d'un des candidats malheureux, Antoine de Laloubert. Oh, je vous ai déjà fait rire aux dépens d'un Simon de Laloubert, qui était le neveu de celui-ci. Tous les deux étaient toulousains, et certainement moins bons mathématiciens que Pascal. Était-ce une raison suffisante pour en parler avec autant de condescendance? Et c'est pourquoi je ne puis assez admirer la vaine imagination de quelques autres, qui ont cru qu'il leur suffirait d'envoyer un calcul faux et fabriqué au hasard, pour prendre date du jour qu'ils l'auraient donné sans avoir produit d'autres marques qui fassent connaître qu'ils ont résolu les problèmes. Ce qui est une imagination si ridicule que j'ai honte de m'amuser à la réfuter. Cependant, encore qu'ils sachent fort bien que leur calcul est faux, car cela est visible à l'œil même, qu'ils l'aient mandé eux-mêmes par leurs lettres, et qu'ils n'en aient envoyé aucun autre, ils ne laissent pas, par la plus plaisante imagination du monde, de se croire en état d'être mis en ordre depuis le jour qu'ils ont produit ce faux calcul. Et Pascal continue ainsi pendant plusieurs pages à tourner en ridicule ce pauvre Antoine de Laloubert. Oh, Laloubert ne méritait certainement pas un tel mépris. D'ailleurs, il était suffisamment sûr de son fait pour publier ceci à Toulouse 2 ans plus tard. La géométrie des anciens, promue en 7 livres sur la cycloïde. La raison de l'animosité de Pascal, vous la lisez dans l'encadré bleu. Laloubert était jésuite, donc membre du clan que Pascal était précisément en train de combattre par ses lettres provinciales. Mais il y avait aussi un antagonisme mathématique que Laloubert annonce dans son titre, comme beaucoup d'autres de son temps, et encore bien après lui. Laloubert ne jure que par la géométrie des anciens, c'est-à-dire des Grecs. Et pour lui, toutes ces inventions récentes, ces découpages à l'infini et ces indivisibles ne sont pas nécessaires, pourvu que l'on ait compris Euclide, Apollonius et Archimède. Laloubert n'était pas tout à fait le nulard ridicule qu'en a fait Pascal. Il connaissait Fermat, qui avait discuté avec lui de ses propres solutions, et à qui il rend un hommage appuyé. Fermat lui avait parlé des résultats de Roberval avant lui. Voici comment Pascal présente l'historique au moment où il lance son second défi, en octobre. Le feu père Mersenne, minime, fut le premier qui la remarqua environ l'an 1615, en considérant le roulement des roues. Et ce fut pourquoi il l'appela la roulette. Il voulut ensuite en connaître la nature et les propriétés, mais il n'y put pénétrer.
Il avait un talent tout particulier pour former de belles questions, en quoi il n'avait peut-être pas de semblable. Mais encore qu'il n'eût pas un pareil bonheur à les résoudre, et que ce soit précisément en ceci que consiste tout l'honneur. Il est vrai néanmoins qu'on lui a obligation et qu'il a donné l'occasion de plusieurs belles découvertes, qui peut-être n'auraient jamais été faites s'il n'y eût excité les savants. Donc, selon Pascal, ce serait Mersenne qui aurait eu l'idée de la cycloïde. 20 ans plus tard, Mersenne aurait intéressé Roberval au problème. Et c'est Roberval qui, le premier, a démontré que l'aire sous la courbe est égale à 3 fois celle du cercle. Et là se situe, toujours selon Pascal, un obscur épisode où un autre correspondant de Mersenne, qui s'appelait Beaugrand, transmet le résultat à Galilée, qui passe la balle à Torricelli. Torricelli utilise la méthode des indivisibles qu'un autre proche de Galilée, Cavalieri, a publié 9 ans plus tôt. Il redémontre les résultats de Roberval et il les publie en appendice à son livre de géométrie en 1644. Au passage, il précise que Galilée avait considéré la courbe au tout début du siècle, donc avant Mersenne, et qu'il avait tenté de déterminer la surface par pesée, mais n'avait rien démontré. On sait par des publications posthumes que Roberval avait développé sa propre méthode des indivisibles et qu'il l'avait utilisée pour ses résultats sur la cycloïde. Reste que ce sont bien les Italiens qui ont publié pour la première fois la méthode des indivisibles et son application à la cycloïde. N'en déplaise à Pascal, qui n'a pas de mots assez durs contre Torricelli. Il fit donc imprimer son livre en 1644 dans lequel il attribue à Galilée ce qui est dû au père Mersenne d'avoir formé la question de la roulette, et à lui-même ce qui est dû à M. de Roberval d'en avoir le premier donné la résolution, en quoi il fut non seulement inexcusable, mais encore malheureux, car ce fut un sujet de rire en France de voir que Torricelli s'attribuait en 1644 une invention qui était publiquement et sans contestation reconnue depuis 8 ans pour être de M. de Roberval. Ah bon, le résultat appartient donc au premier qui l'a trouvé, pas à celui qui l'a publié. Et curieusement, dans d'autres circonstances, Pascal utilise volontiers l'argument contraire. Il est un peu plus équitable avec Wren, un mathématicien anglais. Il faut dire que Wren lui a envoyé un magnifique résultat sur la longueur de la courbe, qui justement manquait à Pascal. Entre tous les écrits qu'on a reçus de cette sorte, il n'y a rien de plus beau que ce qui a été envoyé par M. Wren, car outre la belle manière qu'il donne de mesurer le plan de la roulette, il a donné la comparaison de la ligne courbe même, et de ses parties avec la ligne droite. Sa proposition est que la ligne de la roulette est quadruple de son axe, dont il a envoyé l'énoncé sans démonstration. Et comme il est le premier qui l'a produite, c'est sans doute à lui que l'honneur de la première invention en appartient. Oh, bien sûr, Pascal n'omet pas de préciser que dès que les Français ont vu ce résultat, ils en ont fourni sur le champ plusieurs démonstrations. Il est donc quelque peu partial dans sa vision historique, mais ne serait-il pas en plus quelque peu partiel? Faire rouler un cercle sur une droite est le moyen le plus expéditif d'obtenir un segment de longueur égale à la circonférence du cercle, donc, en un sens, de réaliser la quadrature du cercle. Ceci passe pour le premier manuel de géométrie écrit en français. Son auteur, Charles de Beauvel, est un de ces savants de la Renaissance dont on ne peut pas attendre une pensée rigoureuse à notre sens.
et le livre comporte, comme il se doit, un chapitre sur la quadrature du cercle. Oh, l'argument est imparable. Faites tourner un cercle sur une droite de manière à ce qu'il décrive un tour complet. Vous obtenez un rectangle dont la largeur est égale à la circonférence et la hauteur est égale au diamètre. Sa surface est donc le quadruple de la surface du cercle. Divisez le rectangle en 4 et tracez un carré de surface égale, et la quadrature du cercle est achevée. Bon, on comprend un peu que les mathématiciens du siècle suivant, les Mersenne, Roberval, Pascal, tous les champions de la nouvelle pensée rationnelle, n'aient pas accordé une grande importance à ce Charles de Beauvais. Mais il y avait un autre cas de cercle roulant sur une droite qui posait plus question. On le trouve dans les mécaniques d'Aristote. On n'est pas du tout sûr que ce recueil de problèmes soit d'Aristote lui-même, mais il est certainement très ancien. Cette traduction a été réalisée à Paris par le successeur de Ramus au Collège de France, Henri de Monanteuil. Elle est dédiée à Henri IV, le roi très chrétien de France et de Navarre. Sans aucun rapport, cet Henri de Monanteuil, qui était aussi médecin, est l'auteur d'un livre sur la iatromathématique, c'est-à-dire la mathématique qui soigne les malades. Et vous m'en direz tant. Une traduction par un Italien, Bernardino Baldi, paraîtra 20 ans plus tard. On peut donc être sûr qu'au moment du défi de Pascal sur la roulette, les Français comme les Italiens connaissaient les mécaniques d'Aristote. Et en particulier le problème de la roue d'Aristote. Prenez deux roues concentriques fixées l'une à l'autre, disons une roue de charrette et son moyeu. Faites-les tourner horizontalement. Comment expliquez-vous que les deux roues parcourent la même distance alors que leurs circonférences sont différentes? Dans les années 1630, ce problème agitait les milieux scientifiques autant que celui de la roulette, qui en est probablement dérivé. Mersenne y avait réfléchi et avait questionné Roberval, Descartes et Fermat. En Italie, Giovanni de Guevara publie en 1627 un livre de commentaires aux mécaniques d'Aristote. Il y donne une solution claire du paradoxe de la roue d'Aristote, distinguant nettement les deux types de mouvements, rotation et translation. Galilée, lui, n'est pas satisfait. Dans ses discours sur la mécanique de 1638, son dernier livre, dans lequel il explique entre autres la chute des corps, il revient sur le problème. Notre solution, dit-il, pourrait bien être aussi éclairante et concluante que celle qu'il accepte pour sa part est différente au demeurant des considérations si pertinentes du très savant monseigneur de Guevara. Voici cette solution. Considérons le même problème, mais avec deux hexagones concentriques et fixés l'un à l'autre. Disons que le plus grand roule sur la droite la plus basse, de sorte que ses côtés se posent sur des segments continus. Dans le même temps, les côtés du plus petit hexagone se poseront sur la droite intermédiaire, mais en des segments HI, OP, YZ, etc., séparés entre eux par des segments vides. Maintenant, ce qui est vrai pour l'hexagone est aussi vrai pour des polygones à 1000 ou 100 000 côtés. Survient alors le passage à la limite. Dans le cas des cercles, c'est-à-dire de polygones à une infinité de côtés, la ligne parcourue par des côtés infiniment nombreux et continuellement disposée du grand cercle est égale en longueur à la ligne parcourue par les côtés infiniment nombreux du petit cercle. Si l'on intercale entre ceux-ci,
autant d'espaces vides. Et puisque les côtés ne sont pas en nombre fini mais infini, les vides intermédiaires de la même façon ne sont pas finis mais infinis. Ainsi, d'une part, on aura une infinité de points tous pleins, et d'autre part une infinité de points en partie pleins, en partie vides. En clair, c'est n'importe quoi. Pour être correct, la solution de Galilée a été rejetée par ses contemporains, non seulement en France par Descartes et Fermat, mais en Italie même par Cavalieri, qui ne peut que constater que Galilée n'a pas compris sa théorie des indivisibles. Nous allons mesurer le chemin parcouru depuis Galilée entre la roue d'Aristote en 1638 et la roulette de Pascal 20 ans plus tard. J'ai critiqué la mauvaise foi de Pascal jusque-là. Il est maintenant temps de s'incliner devant la puissance de sa réflexion. Ce que vous allez lire se trouve dans la lettre de d'Etonville à M. de Cartavie. D'Etonville est un pseudonyme, c'est un anagramme de son autre pseudonyme, celui sous lequel il publiait en même temps ses lettres provinciales. Carcavie est l'arbitre du défi sur la roulette. Nous sommes au début de 1659. Pascal dévoile ses résultats et ses méthodes. Dans un avertissement, il explique l'usage qu'il fait des indivisibles dans ses calculs. Je ne ferai aucune difficulté dans la suite d'user de ce langage des indivisibles, la somme des lignes ou la somme des plans. Et ainsi, quand je considérerai, par exemple, le diamètre d'un demi-cercle divisé en un nombre indéfini de parties égales, je ne ferai aucune difficulté d'user de cette expression, la somme des ordonnées, qui semble ne pas être géométrique à ceux qui n'entendent pas la doctrine des indivisibles, et qui s'imaginent que c'est pécher contre la géométrie que d'exprimer un plan par un nombre indéfini de lignes, ce qui ne vient que de leur manque de compréhension, puisqu'on entend autre chose par là que la somme d'un nombre indéfini de rectangles fait de chaque ordonnée avec chacune des petites portions égales du diamètre, dont la somme est certainement un plan, qui ne diffère de l'espace du demi-cercle que d'une quantité moindre qu'aucune donnée. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à changer à cette formulation pour écrire qu'une intégrale est une limite de somme de Riemann. Il faudra encore longtemps pour en arriver là, mais les successeurs de Pascal reconnaîtront tous que cette lettre de d'Etonville a constitué une étape majeure du calcul intégral, au même titre que l'arithmétique des infinis, publiée par Wallis 3 ans plus tôt. Leibniz a raconté à plusieurs reprises ses années de formation à Paris de 1672 à 1675 sous la tutelle de Huygens. Il était arrivé ignorant pratiquement tout des mathématiques, sans même savoir clairement ce qu'était un centre de gravité. Huygens, en plus de ses autres travaux, avait prêté à Leibniz la lettre de d'Etonville, en lui disant que Pascal avait exposé cela de manière exceptionnelle. Voici le récit particulièrement vivant que Leibniz fait à Bernoulli de sa découverte quelque 30 ans plus tard. Je tombais sur une démonstration de d'Etonville qui était suprêmement facile, par laquelle il démontrait la mesure de la sphère donnée par Archimède. La nouveauté du raisonnement me frappa vivement, car je n'avais pas remarqué dans les œuvres de Cavalieri. Mais rien ne m'étonna plus que le fait que Pascal sembla avoir eu ses yeux obscurcis par quelque sort malheureux, car je vis tout d'un coup que le théorème était tout à fait général pour n'importe quelle sorte de courbe. Aussitôt, j'allai voir Huygens que je n'avais pas vu entre-temps.
Je lui dis que j'avais suivi ses instructions et que j'étais désormais capable de faire quelque chose que Pascal n'avait pas fait. Alors, je lui montrai le théorème général sur les courbes. Il fut frappé d'admiration et dit: c'est exactement le résultat dont mes constructions pour trouver les surfaces des conoïdes dépendent. Bien sûr, ce témoignage de Leibniz a beaucoup fait pour la postérité de la roulette. Pour le tricentenaire de la naissance de Pascal, le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences lui rend hommage. On trouve dans l'ouvrage de Pascal sur la roulette, sous des formes géométriques extrêmement ingénieuses, des résultats fondamentaux se rapportant à ce que les géomètres appellent aujourd'hui les intégrales curvilignes et les intégrales doubles. N'oublions pas non plus que Leibniz a plus tard reconnu expressément tout ce qu'il devait aux ouvrages de Pascal. N'oublions pas non plus tout ce que les dentistes et leurs patients doivent encore à la roulette. Il a fallu encore 2 bons siècles après Pascal pour que les perceuses à main, utilisées jusque-là pour fabriquer des dents artificielles, deviennent assez maniables pour être enfoncées dans les gencives de patients. Alors je vous en conjure, quand votre prochaine rage de dents vous empêchera de dormir, pensez à l'histoire de la roulette.